Bonjour, alors pour ce chapitre 6, cohésion et dissolution des solides, on va s'intéresser aux différents types de cristaux qu'on peut rencontrer, à savoir donc les cristaux ioniques ou moléculaires. Et on s'intéressera aussi à la dissolution de ces cristaux, quels solvants utiliser, pourquoi. Et on s'intéressera aussi au margouillat qui a la propriété incroyable de nous faire caca dessus sans nous toucher, puisqu'ils arrivent à grimper au plafond. On verra comment il fait grâce à ses petites pattes. C'est parti. On commence par les solides ioniques, définition, autour d'un exemple. Prenons l'exemple du fluorure de calcium, CaF2. En fait, on sait que sa structure, elle est organisée. Elle est organisée par un réseau d'anions, F-, et de cations, Ca2+. Alors, anion, c'est juste un ion négatif, c'est comme ça qu'on l'appelle, et cation, c'est un ion positif, c'est comme ça qu'on l'appelle. En fait, ces ions ne vont pas se mettre n'importe comment pour constituer le cristal. Ils vont se mettre sous forme d'un réseau parfaitement organisé, structuré, et globalement, ce réseau devra être neutre. Là, ce qui est affiché à l'écran, c'est ce qu'on appelle une maille élémentaire. C'est un motif élémentaire donc, qui va se répéter avec un nombre de répétitions très important, selon la taille du cristal. Bref, c'est ce motif qui se répète plein de fois. Donc on peut imaginer d'autres cubes côte à côte dans les trois dimensions de l'espace. Donc voilà. Cette maille élémentaire, elle est constituée donc d'ions. On a les ions calcium ici qui sont modélisés par des sphères vertes et les ions fluorure qui sont modélisés par des sphères rouges. Voilà une autre forme de représentation possible. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir sur ces autres représentations la distance qu'il y a entre les différents ions. Et également ici, ce qui est pas mal, c'est de voir bien ces liaisons, enfin ces barres là grises, on va voir à quoi ça correspond. En tout cas, pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que ces ions sont disposés de manière ordonnée et que le cristal est électriquement neutre. Pour les schémas, vous embêtez pas trop. Page 207, vous avez l'exemple du sel de table, le chlorure de sodium, NaCl. Donc voilà sa maille élémentaire, avec les ions chlorure ici et sodium ici. En fait, ce qu'il est important pour vous de retenir, c'est que chaque ion va s'entourer d'un ion de signe opposé. D'accord ? Regardons ici par exemple, là, le sodium, ici, on voit bien que directement, il est accolé à un chlorure, ici, 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 et en extrapolant un peu la vue, on peut imaginer que ici il y aurait un autre chlorure, il y en a un en dessous et il y en aurait un au-dessus. D'accord ? Parce que n'oublions pas que cette maille-là se répète à l'infini dans les trois dimensions. Enfin, quand je dis à l'infini, tout est relatif, selon la taille du cristal, quoi. Bon. Infini, ça veut dire que c'est un grand nombre de fois, quoi. Donc, notez bien qu'il y a alternance aussi d'ions sur chaque axe. On le voit très bien sur ce schéma-là. Ici, si je suis centré par exemple sur le sodium, donc on a un atome de sodium au milieu ici, eh bien on voit qu'il y a chlore, sodium, chlore, après ça ferait sodium, chlore, sodium, etc. Et là, si je centre sur le chlorure, là j'ai le chlorure au milieu, pareil, il y a une alternance, donc ça ferait sodium, chlorure, sodium, etc. etc. Petit 2, cohésion des solides ioniques. Bon, je pense que vous avez compris. On a vu qu'il y avait alternance d'ions sur chaque axe des cristaux, donc ions positifs, ions négatifs, etc. Donc bien sûr, ce qui va expliquer la cohésion, c'est la loi de Coulomb, qu'on a déjà vu en physique, ou que vous allez voir maintenant. Donc cette loi de Coulomb, elle est simple. On va imaginer deux particules, une particule A et B, qui ont chacune une charge QA et QB, séparées d'une distance d. Et bien elles vont agir, elles vont subir, enfin elles vont exercer l'une sur l'autre une interaction qu'on appelle interaction électromagnétique. Donc on va étudier ces caractéristiques, donc comme pour n'importe quel vecteur, et on va devoir définir la direction, le sens et la norme. Alors la direction, c'est une droite AB, d'accord. Le sens, ça dépend du signe des charges, et la norme, que vous devez connaître par cœur et savoir utiliser, c'est K, la constante de Coulomb, multipliée par le produit des charges de chaque particule, divisé par le carré de la distance qui les sépare. Concernant le sens, on a dit que selon les cas, les interactions pouvaient être dans un sens ou dans l'autre.
autrement dit attractives ou répulsives. Là, si je prends des charges de même signe, donc par exemple QA négatif, QB négatif, eh bien les particules vont se repousser, et voilà comment vont être représentées les forces. F de A sur B ici, c'est bien B qui subit, donc le point d'application est sur B, et F de B sur A ici, c'est bien A qui subit, donc le point d'application est ici, et on voit bien que les vecteurs force sont opposés, donc il y a répulsion. Si les charges sont de signe opposé, eh bien c'est le contraire. Voilà le schéma qu'on obtiendrait. Ce que vous devez retenir, c'est que les interactions électromagnétiques sont responsables de la cohésion de la matière à l'échelle atomique. Hein, si on a un ion négatif à côté d'un ion positif, eh bien il va y avoir une interaction attractive entre les deux. C'est ce qui va stabiliser la maille élémentaire et plus globalement le cristal. Étudions ça autour d'un exemple, ça rend les choses plus claires. Donc je reprends le sel de cuisine, NaCl. Voilà une vue de dessus de la maille élémentaire. Donc prenez ce schéma, il vous aidera pour les exercices en classe, prenez-le. Donc en fait, il se trouve que les forces attractives l'emportent sur les forces répulsives. C'est pas forcément intuitif puisque on a quand même ici des charges négatives qui sont proches, qui ont l'air proches ici, hein, des chlorures côte à côte. Donc on avait vu tout à l'heure que normalement il y a une interaction répulsive entre les deux. Ici, c'est vrai, il y a une interaction attractive. Donc reste à voir, à vérifier qui l'emporte sur les deux. D'accord? Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de travailler avec l'expression littérale de la force électrostatique et de me proposer à la séance suivante, à la séance de cours, bien une hypothèse pour m'expliquer que les forces attractives l'emportent. En tout cas, vous pouvez noter déjà et bien encadrer que l'interaction électrostatique, elle est responsable de la cohésion du solide ionique. Deuxième point, on va voir maintenant la structure d'un cristal moléculaire cette fois. Tout à l'heure, c'était les cristaux ioniques, donc constitués d'ions. Eh bien, les cristaux moléculaires sont constitués, comme le nom l'indique, de molécules. Par exemple, l'eau sous forme de glace est constituée d'un assemblage de molécules d'eau. Donc on voit là, ici, le modèle, deux boules blanches qui font l'hydrogène, une boule qui fait l'oxygène. Et entre chaque molécule, on constate qu'il y a un trait gris ici. Donc on va chercher à savoir que représente ce trait gris ici. Même exemple autour du sucre, hein, voilà la structure du glucose par exemple. Et en fait, on va voir que la cohésion des solides moléculaires elle est assurée par deux types d'interactions intermoléculaires. Intermoléculaire, ça veut dire entre plusieurs molécules. D'accord ? Donc, pour ce faire, il faut que les molécules soient polaires. Donc, on va voir ce que c'est que la polarité d'une molécule. Maintenant que cette notion de polarité de molécule est bien comprise, on va pouvoir l'exploiter pour interpréter justement les interactions intermoléculaires qu'il existe dans les solides moléculaires et qui expliquent leur stabilité. On va commencer par une première interaction qui s'appelle interaction de Van der Waals. Ce sont des interactions de faible intensité, de type électrostatique, entre dipôles électriques. Elles ont une intensité proportionnelle à la polarité d'une molécule et inversement proportionnelle à la distance entre les molécules. Bon. Prenons le cas d'une molécule polaire, constitué par un dipôle qui est dit permanent, par exemple ICl ou HCl, ou bon, peu importe. Donc en fait, voilà comment ça se passe. En fait, le réseau cristallin va s'organiser de cette manière. Ici, j'ai le plus, alors si c'était du HCl, eh bien là ce serait l'hydrogène, ici ce serait le chlore, d'accord ? Ici, à nouveau, l'hydrogène, ici le chlore, etc., etc. Et on voit qu'il y a une alternance à chaque fois, que ce soit horizontale ou verticale, une alternance entre les ions. Donc les molécules s'organisent en réseau. Cette organisation va permettre d'obtenir des interactions de Van der Waals, donc que j'ai symbolisé en pointillé ici, entre la charge partielle positive et la charge partielle négative de chaque molécule. D'accord ? Donc ça va créer un réseau stabilisé, quoi. Alors, pourquoi on n'appelle pas ça interaction électrostatique ? Puisqu'en fait, il ne s'agit pas d'interaction entre des vraies charges, comme par exemple tout à l'heure pour les solides ioniques,
on avait des vraies charges négatives autour du chlorure, des vraies charges positives autour du sodium. Donc là, on parlait vraiment de force électrostatique. Là, ce sont des charges partielles. D'accord? Donc on n'a pas le droit de dire que ce sont des forces électrostatiques. C'est ce qu'on appelle des interactions de Van der Waals. Elles sont de même nature, elles sont de type électrostatique, mais elles n'ont pas du tout la même intensité. C'est beaucoup plus faible que les forces électrostatiques. D'accord? Donc voilà comment nommer, hein. Vous pouvez noter ça, VDW, pour aller plus vite dans vos prises de notes. Hein, d'accord? En tout cas, vous devez retenir que chaque molécule constitue ce qu'on appelle un dipôle, qui est caractérisé par le moment dipolaire du dipôle. D'accord? Donc on a plein de petits dipôles électriques qui sont reliés entre eux par des liaisons de Van der Waals. Et c'est ce qui assure la cohésion des cristaux de ICl ou de HCl, ou bon, enfin vous avez compris le principe, quoi. Maintenant, on s'intéresse au cas d'une molécule apolaire, d'accord? Donc qui a priori n'est pas pourvue d'un moment dipolaire, elle est apolaire, elle n'est pas polaire. Bon. Exemple du diode que vous pouvez voir ici dans une coupelle. Comme je le disais, si elle est apolaire, elle est dépourvue de moment dipolaire. Et pourtant, on a un solide dans la coupelle ici qui est stable. Hein. Là, il n'est pas en train de se décomposer sous nos yeux, là, il est parfaitement stable. Donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose qui a permis la formation quand même de liaisons de Van der Waals. C'est pour ça qu'ici j'ai mis entre parenthèses dipôle induit. Effectivement, on part de quelque chose qui est apolaire, qui n'est pas un dipôle, et il va se former quand même un dipôle. Hein, par induction. Alors, comment expliquer cette polarisation? Je reprends l'exemple de l'électrisation qu'on avait vu ou qu'on va voir en physique. Donc, pour l'observer, c'est très simple, cette électrisation, il suffit de découper des petits confettis de papier, de prendre une règle en plastique, de la frotter avec de la laine, et en approchant cette règle, vous pourrez constater que les petits bouts de papier s'envolent pour venir se coller à la règle. Les bouts de papier étaient complètement apolaires, et sous l'influence de la règle qu'on a approchée et qui était chargée par frottement, on a une polarisation des petits bouts de papier et une force, une interaction, plus exactement électrostatique, qui va se créer entre les deux. D'accord ? C'est exactement ce qui va se passer avec la molécule de diode, donc qui est apolaire, d'accord, qui n'est pas polaire, qui n'est pas pour l'instant un dipôle. Regardez, lorsque je vais l'approcher d'une molécule d'eau, qui elle constitue un dipôle, puisqu'il y a un moment dipolaire, eh bien en fait, la molécule va se polariser. Regardez ici, n'oublions pas là, les deux delta moins là, en fait, résultent d'une grosse densité de charge négative près de l'oxygène, ce qui va repousser en fait les électrons de la liaison covalente du diode vers l'atome le plus loin, donc création d'une charge partielle de ce côté, négative, et donc polarisation ici en delta plus sur l'atome en face, et donc on vient de créer un dipôle induit, on appelle ça, alors qu'il était parfaitement apolaire au début. Et donc ça va permettre la réorganisation du réseau cristallin et sa stabilisation, d'accord ? On a toujours pareil une alternance de charges partielles négatives et positives dans le cristal, et donc apparition de liaisons de Van der Waals entre chaque charge partielle. C'est ce qui va permettre également d'expliquer comment le margouille a fait pour tenir la tête en bas et nous faire des petits cadeaux sur le linge qui est en train de sécher sur la varangue. Un problème classique, bref, c'est pas là la question. Donc en fait, comment ça se passe? Lui, sous ses petites pattes, il a des micro-poils qui vont frotter lorsqu'il va marcher contre le mur et le polariser et induire des liaisons de Van der Waals qui vont lui permettre de rester accroché au mur, même la tête en bas. Donc pour résumer, on peut dire que la cohésion d'un solide moléculaire, elle résulte de l'interaction de Van der Waals attractive entre dipôles électriques permanents ou induits.
voulez, ce n'est pas la seule interaction qui rentre en jeu pour stabiliser les solides moléculaires. En effet, on parle aussi de liaison hydrogène. Alors, ces interactions, elles sont de type électrostatique. Elles se forment à chaque fois qu'un hydrogène est partagé entre deux atomes très électronégatifs. Par exemple, l'oxygène, l'azote, le fluor, etc. À chaque fois, il faudra qu'il y ait un doublet non liant qui soit partagé entre ce type d'atome et l'hydrogène de la molécule voisine. Donc, en français, qu'est-ce que ça veut dire? Avec un exemple, voilà ce que ça donnerait. On a un hydrogène qui est lié à un azote. D'accord? Donc, atome électronégatif. En face de cet hydrogène, il y a un atome électronégatif. Bon, ici, il se trouve que c'est encore un azote, ça pourrait être autre chose, avec un doublet non liant. Donc, vous voyez, entre l'hydrogène qui est lié à ce qu'on appelle un hétéroatome, un atome électronégatif, et un autre atome électronégatif, il y a un doublet non liant. Et lorsqu'ils vont être alignés, ces atomes, il va se former une liaison hydrogène entre les deux, que j'ai modélisée ici par des traits en pointillés. Et on peut reproduire ça sur plein d'autres molécules, par exemple la molécule d'eau, qui va être stabilisée donc, dans le cas de la glace par ces liaisons hydrogène ici. C'est ce qui va expliquer, on en reparlera en classe, mais les différences de température, de changement d'état par exemple. Ce type d'interaction, l'importance de ces interactions, on en reparlera de ça. Autre exemple, avec du fluorure d'hydrogène ici, vous pouvez noter également qu'elles sont plus intenses que les liaisons de Van der Waals. Ça, c'est important que vous le notiez pour justement expliquer les différences de température de changement d'état. Toutes ces interactions vont énormément stabiliser les cristaux. Par exemple, là, on a le Kevlar qui est stabilisé par des liaisons hydrogène. Et le Kevlar, vous savez, qui va être utilisé, entre autres, pour fabriquer des gilets pare-balles. Hein, ce qui atteste vraiment de l'importance de ces interactions. Maintenant qu'on a compris la cohésion des solides, on va s'intéresser à leur dissolution dans un solvant. Donc premièrement, on va voir les solvants polaires, parce qu'il y a les polaires et les apolaires. Donc on commence par les polaires. Donc tout simplement, un solvant polaire, il est constitué de molécules polaires. Il y a deux conditions pour qu'une molécule soit polaire, hein, ça c'est pour le petit rappel. Donc elle contient une ou des liaisons polaires et la position moyenne des charges partielles positives et négatives ne coïncide pas. Donc ça c'était une méthode qu'on avait vue, la plus simple. Sinon il y avait la méthode des moments dipolaires, avec l'exemple de l'eau. On avait vu que l'eau était constituée donc de deux liaisons. Chaque liaison étant polarisée, il y avait un moment dipolaire sur chacune, et il fallait faire la somme géométrique de ces vecteurs en moment dipolaire pour avoir le moment dipolaire de la molécule. S'il existe, la molécule est polaire. S'il n'existe pas, elle est apolaire. Donc si je regarde l'éthanol, ici on va pas regarder l'ensemble de la molécule, mais surtout au niveau des atomes les plus électronégatifs, donc ici de l'oxygène. On a un mu1, un mu2, et donc on a également un moment dipolaire global, ce qui fait que l'éthanol est également une molécule polaire. On va voir maintenant les solvants apolaires. Donc comme son nom l'indique, il va être constitué de molécules apolaires. Hein. Donc par exemple, on a le cyclohexane. En fait, comme c'est une molécule symétrique, tous les moments dipolaires, même s'il y en avait, seraient annulés. Je dis même s'il y en avait, parce que si on regarde par exemple pour l'heptane, alors ça sera le cas pour tous les alcanes en fin de compte, les liaisons carbone-hydrogène sont très peu polarisées. Hein. Vous pourrez les vérifier, mais la différence d'électronégativité est très faible entre ces deux atomes. Du coup, si les molécules sont constituées que de carbone et d'hydrogène, la molécule est considérée comme apolaire, en fait, hein, tout simplement. On arrive maintenant à la dissolution donc, de ces solutés. Donc, généralité, vous devez bien noter qu'un solvant polaire peut dissoudre des espèces polaires ou ioniques, et le solvant apolaire des espèces apolaires. En fait, ça vient du fait qu'il y a des interactions qui vont éventuellement se produire entre le soluté et le solvant. Plus ces interactions vont être nombreuses, plus la dissolution pourra se faire facilement. Donc vous pouvez noter cette phrase. On y va pour l'interprétation. Cas d'un solide ionique dans un solvant polaire. On va étudier le cas du sel de cuisine, hein, chlorure de sodium. Donc voilà la structure, je vous rappelle, hein, on a un enchaînement d'ions chlorure et d'ions sodium. Et on va voir comment se comporte ce sel dans l'eau. Alors, regardons ce qui se passe si je mets ce chlorure de sodium dans de l'eau.
on voit que le solide cristallin est complètement dénaturé, détruit. En fait, les molécules d'eau viennent arracher les ions d'une certaine manière, de manière à décomposer le cristal, quoi. Donc on va regarder ce qui se passe en détail. Regardez les molécules d'eau. Les atomes d'oxygène se rapprochent d'un atome et l'entourent, en fait. C'est ça l'hydratation. Hein. C'est quand l'hydratation, c'est quand les molécules d'eau, elles entourent un ion. Donc comment ça se passe? En fait, les oxygènes sont orientés vers cette petite sphère grise parce qu'en fait, il s'agit de l'ion positif, du sodium, hein, c'est le sodium. Donc l'oxygène qui possède deux charges partielles négatives va donc être attiré par le sodium. Et donc ces molécules d'eau vont finir par arracher l'ion et l'entourer, l'hydrater. Même raisonnement avec l'atome de chlore. Hein, donc là, on voit que ce sont les hydrogènes qui viennent se coller au chlore, puisque les hydrogènes possèdent les charges partielles positives. Le chlore, lui, a une vraie charge négative. Donc comme tout à l'heure, l'interaction est très forte, tellement forte que les molécules d'eau vont arracher l'ion du cristal. Et c'est comme ça que le cristal va être complètement détruit, en fait, lors de la dissolution. Alors ce processus de dissolution va pouvoir être résumé en 3 étapes. Donc la première étape va être l'approche des molécules de solvant près du solide ionique. Ce faisant, en fait, l'attraction dans le solide ionique va être diminuée puisque les ions vont être eux-mêmes attirés par les molécules de solvant, si on l'a bien choisi. Et du coup, ça, c'est ce qu'on appelle la dissociation. Hein, donc on va arracher petit à petit chaque ion du solide. La deuxième étape va s'appeler la solvatation. En fait, à chaque fois qu'un ion va être arraché, il va être immédiatement entouré de molécules de solvant. Donc de cette manière, en fait, les ions ne pourront pas se rejoindre et à nouveau s'associer. C'est le principe de la dissociation, en fait, hein, de la solvatation. Donc ici, on constate que pour une charge positive, ce sont bien, comme on a vu dans l'animation, les oxygènes ici qui vont venir se rapprocher puisqu'ils sont plutôt à tendance négative, et puis donc les hydrogènes qui vont se rapprocher d'une charge négative. Et la dernière étape va consister en fait à éloigner les ions du solide initial, c'est ce qu'on appelle la dispersion, encore une fois, pour être sûr que le solide ne se reforme pas. Donc évidemment, si on évapore le solvant, ces ions vont pouvoir, au fur et à mesure que la quantité de solvant va diminuer, les ions vont se rapprocher et vont finir par éventuellement se reformer, comme ils étaient au départ. Enfin, pas sous la même forme exactement, mais en tout cas, la substance sera régénérée. C'est ce qui se passe notamment si vous laissez bouillir de l'eau dans une casserole jusqu'à ce que l'eau disparaisse complètement. Vous allez pouvoir constater l'apparition d'un film, une espèce de voile blanc au fond de la casserole. Ou même encore si vous partez en rando, si vous transpirez énormément parce que la rando est un peu difficile, vous pourrez constater aussi un dépôt blanc sur les bretelles de votre sac à dos. C'est tout simplement la sueur qui s'évapore et les sels minéraux qui restent sur les bretelles. C'est pour ça que vous avez soif d'ailleurs, vous êtes en train de perdre vos sels minéraux et du coup il faut vite boire pour en récupérer. Maintenant on va mettre tout ça en équation, donc c'est pas bien compliqué, vous allez voir. Hein. Donc l'équation de dissolution doit respecter certaines règles. Hein. Effectivement, une solution est toujours électriquement neutre, donc on doit respecter cette électroneutralité et vérifier quand on écrit notre équation qu'on obtient bien quelque chose de neutre du côté des produits comme on avait du côté des réactifs. Voyons cet exemple avec le NaCl de tout à l'heure. Donc là ici on peut voir en indice le petit s entre parenthèses qui veut dire solide. Lorsque je vais l'introduire dans le solvant, donc qui est de l'eau ici, je vais avoir les ions Na+, et les ions Cl- qui vont se former. Et ici, le aqueux qui a entre parenthèses signifie qu'on était en milieu aqueux, c'est notre solvant. On doit l'indiquer dans l'équation de dissolution, c'est important. Autre exemple, avec le chlorure de cobalt. Donc là, ça demande de connaître bien sûr les ions élémentaires type chlorure, hein, par exemple en l'occurrence ici, pour prévoir l'équation de dissolution. Mettez pause, essayez de la faire, c'est assez rapide et pas trop compliqué. Allez-y. Donc vous avez dû trouver qu'on avait des ions cobalt CO2+, qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent, mais qu'il était tout à fait possible de trouver grâce au chlorure. On voit qu'il y a un 2 ici, parce que tout simplement, dans le chlorure de cobalt, il y avait 2 chlore, donc c'est normal que je le mette ici. On arrive maintenant au cas des substances moléculaires dans un solvant polaire. Donc là, en fait, si on prend le cas de l'éthanol, pour expliquer sa solubilité dans l'eau,
En fait, il suffit de regarder la polarité de la molécule, hein. Donc on a vu tout à l'heure que c'était une molécule qui était polaire, et de ce fait, elle va pouvoir former des liaisons hydrogène et des liaisons de Van der Waals avec les molécules d'eau. Et du coup, la molécule sera parfaitement soluble dans l'eau. Donc voilà comment je traduirai en équation, hein, le principe. Donc ici j'ai la formule brute de l'éthanol. Donc je mets un L pour liquide. Vous voyez que c'est différent en fait de aqueux, parce que liquide ça veut dire que le produit est pur. J'aurais mis aqueux si le liquide avait été hydraté. Et justement c'est ce qui va se passer si je le mets dans de l'eau. En fait je vais tout simplement avoir de l'éthanol hydraté. C'est-à-dire que contrairement à tout à l'heure, la molécule n'est pas détruite. En fait elle est tout simplement entourée de molécules d'eau. D'où le terme aqueux ici entre parenthèses. Pour le cas d'un soluté apolaire dans un solvant apolaire, je vais être très bref, les solutés apolaires vont être solubles dans les solvants apolaires, principalement par l'intermédiaire de liaisons de Van der Waals. On arrive à la partie un petit peu délicate, hein, celle que vous n'aimez pas trop, c'est la quantification de la concentration molaire après dissolution. On va voir ça avec un exemple. Prenons le chlorure de fer, FeCl3. Pour la prise de notes, je vous conseille de mettre pause et d'essayer de faire le tableau d'avancement après avoir fait l'équation de dissolution. Sachant qu'évidemment, on aura des ions chlorure, donc essayez de trouver quel ion fer va se former, Fe2+, ou Fe3+. Allez-y. Donc, voilà ce que vous avez dû obtenir normalement comme tableau d'avancement. À l'état initial, évidemment, on a un avancement qui est nul. Ici, j'ai une quantité initiale de chlorure de fer et je n'ai pour l'instant pas d'ion fer et pas d'ion chlorure. À l'état final, si on suppose que la la dissolution a été totale, eh bien, on aura une quantité finale de FeCl3, donc égale à 0, donc cette case sera égale à 0. Et on aura bien sûr la quantité finale de Fe3+, qui sera égale à Xmax, et la quantité finale de chlorure qui sera égale à 3Xmax. Et on peut dire aussi que Xmax sera égal à la quantité initiale de FeCl3. Donc bon, ça normalement on l'a vu dans un autre chapitre, j'espère que vous êtes à l'aise avec ça. Quoi qu'il en soit, ça permet de démontrer cette relation qui est hyper importante, hein. En fait il suffit de faire ça, vous n'avez pas besoin de considérer tout ce que je viens de dire. Il faut que ça sorte comme une balle, hein, cette égalité. Et en fait, ça permet d'aboutir aussi à l'égalité des concentrations. Voilà, normalement on l'a déjà fait, ça ne devrait pas vous poser de problème. Sinon, préparez des questions. J'espère que vous êtes à l'aise maintenant avec le tableau d'avancement. Sinon, on en parle en cours. On va maintenant attaquer la dernière partie du cours, hein, sur la solubilité d'une espèce dans un solvant. Et on va commencer par l'extraction liquide-liquide, à savoir donc comment extraire un composant liquide d'un autre liquide, dans lequel il est déjà miscible. Alors pour ça, il faut choisir un solvant d'extraction. Donc pour ce faire, il doit réunir plusieurs caractéristiques. La première, c'est que bien sûr, l'espèce à extraire doit être plus soluble dans le nouveau solvant que dans l'ancien. Ça c'est un petit peu évident. Ce qui est un peu moins intuitif, c'est qu'il faut que ces solvants soient non miscibles, hein, pour pouvoir les séparer après. Parce que si on mélange deux solvants qui sont miscibles, pour les séparer ça va être compliqué. Il faudra faire une distillation fractionnée ou je sais pas quoi. Bon, on va pas se compliquer la vie non plus. S'ils sont non miscibles, on pourra les séparer facilement avec une ampoule à décanter, tout simplement. Donc ça, on verra un cas particulier, en exercice ou en activité. On va maintenant parler des propriétés lavantes du savon, hein, qui vont permettre de solubiliser des taches par exemple qu'on aurait sur des vêtements ou des salissures sur le corps. Pour ça, on va d'abord parler de la structure du savon. Alors un savon, qu'est-ce que c'est? Voilà un savon, donc l'oléate de sodium. Donc on peut voir que c'est une longue chaîne carbonée, au bout de laquelle il va y avoir une tête chargée. Hein, donc on a un COO- ici, et donc un contre-ion pour que la matière soit neutre, hein, toujours pareil. Donc c'est ce qu'on appelle l'oléate de sodium. Donc il est constitué de deux parties. La première, ça va être une partie dite hydrophile. Donc comme elle est chargée, en fait, elle va pouvoir avoir des interactions assez facilement avec des molécules d'eau, ce qui rend cette partie très attirée par l'eau. Et une deuxième partie, donc, qui va être hydrophobe, donc une longue chaîne carbonée, on avait vu précédemment qu'une chaîne carbonée était apolaire, et du coup elle ne va pas être soluble dans l'eau.
Par contre, elle va être très soluble dans les graisses. On va voir pourquoi tout à l'heure. Donc on va résumer la structure du savon comme ceci. On a une phase hydrophile qui constitue la tête, donc la tête chargée ici, et une phase lipophile, donc qui aime les lipides, qui aime la graisse. Donc ça va être la grande chaîne carbonée. Et ça, il se trouve que c'est la définition parfaite d'une espèce amphiphile, qui est constituée donc d'une partie hydrophile et d'une partie hydrophobe ou lipophile. Et les amphiphiles, elles vont avoir justement des propriétés lavantes. Donc voyons l'exemple ici. On a ici un mélange d'eau et de savon, donc les voilà, nos petits savons, là, nos petites molécules oléates de sodium par exemple. Et ici, on a une salissure, donc on va dire du sébum par exemple, donc du gras sur la peau. Et donc on a les parties lipophiles qui vont venir s'intégrer dans le gras en fait, alors que les parties hydrophiles, elles, vont rester en contact avec l'eau. Et au final, on va réussir, grâce à ces molécules, à arracher la salissure de la peau pour former des petites boules, des petites boules de salissure, de matière grasse, on va dire, et donc la formation de ce qu'on appelle des micelles. Donc le micelle en 3 dimensions, voilà à quoi ça ressemble. On a toute la partie grasse en fait, qui est réunie au même endroit, enfermée en fait par les têtes hydrophiles, pardon. Et donc en fait, ces micelles vont s'évacuer avec les eaux de rinçage lorsque vous avez fait une machine ou vous êtes sous la douche, quoi. Voilà. Voilà pour ce chapitre 7, il est fini. Je vous laisse regarder la liste des exercices dans la description de la vidéo. À bientôt.